L'impact de la précarité sur la santé mentale. On parle beaucoup de précarité financière dans les médias comme d'un problème à éradiquer à grand renfort de dispositifs, de réforme des aides sociales, etc. C'est un sujet souvent présent sur la scène politique où on se dit que les personnes qui en parlent ne savent pas de quoi elles parlent et où les personnes qui en souffrent sont forcément à classer dans la catégorie économique des pauvres. On considère la précarité comme un gros mot tabou qu'on redoute d'entendre et qu'on hésite à prononcer comme si c'était un aveu de faiblesse et de fragilité. Alerte disclaimer, la précarité ne se manifeste pas uniquement via un solde de compte en banque négatif. Comme tout ce qui est présent dans notre vie, elle prend sa source à des niveaux bien plus subtils. Alors, qu'est-ce que c'est vraiment que la précarité? Où commence-t-elle? Que nous fait-elle? Quel impact a-t-elle sur notre santé? Dans notre ressenti, nos comportements, nos relations, bien avant d'être visible sur nos finances. La précarité. Et si on osait en parler autrement? Bienvenue dans Le Bonheur à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, tisseuse d'élan fluide et de clarté. Ce podcast est un espace de réflexion sans injonction pour celles et ceux qui veulent vivre autrement, avec plus de justesse, plus de paix et plus de présence. Dans cet épisode, on va parler de la précarité, de ses enjeux, des dimensions où elle se manifeste, de ses sources, de ses conséquences et bien entendu, parce que tu sais que je ne vais pas te laisser sur une identification de problèmes sans option de solution concrète, eh bien je vais te partager mes réflexions sur comment en sortir. Pas pour pointer du doigt, pas pour te culpabiliser, mais pour comprendre et peut-être commencer à choisir autrement. La précarité, on croit souvent que c'est juste ne pas avoir assez d'argent. Mais ce serait comme dire qu'un arbre, c'est juste un bout de bois. En réalité, la précarité, c'est une instabilité, une fragilité, une insécurité diffuse qui s'infiltre dans les différents aspects de notre vie. Les sociologues la définissent comme l'absence d'une ou plusieurs sécurités. Sécurité de revenus, oui, mais aussi une sécurité de logement, de lien social, de santé, de reconnaissance, etc. La précarité, ce n'est pas forcément ne plus avoir ce qu'il faut, mais avoir peur de ne pas pouvoir le garder. On a du mal à se projeter. L'incertitude et l'anxiété génèrent comme un brouillard. On manque de visibilité sur l'avenir. Et c'est cette incertitude qui ronge, qui déstabilise et qui nous pousse à fonctionner en mode survie, même quand tout est a priori au beau fixe. Ce fonctionnement finit par impacter directement notre mode de vie et notre santé, qu'elle soit mentale ou physique. La précarité ne compromet pas forcément la capacité immédiate des individus à répondre à leurs besoins essentiels, mais elle affecte la confiance qu'ils ont en eux-mêmes pour maintenir cette capacité dans le temps. Quand on doute de pouvoir préserver ce qui nous fait garder la face ou tenir debout, comme un toit, un emploi, un lien, un projet, une dignité, alors le stress devient chronique. L'anxiété s'installe, l'estime s'effrite. Et on ne pense plus à demain. On ne pense qu'à tenir jusqu'à la fin de la journée, aujourd'hui. Le plus insidieux dans tout ça, c'est que tout ça peut arriver sans signal d'alerte bien défini et identifiable, sans même que nous nous en rendions compte pleinement parce qu'on continue à fonctionner, à sourire, à s'adapter. D'ailleurs, les personnes qui sont en situation précaire déploient des ressources pour survivre qui sont parfois très très ingénieuses et très efficaces. Au début, on se dit c'est juste pour quelque temps, je me concentre sur ce qui est devant moi, le temps que la crise passe. On fonctionne au jour le jour, une urgence à la fois, mais en fait, on se rend vite compte que les urgences ne cessent de s'enchaîner. Et à l'intérieur, quelque chose se tasse, se fatigue et parfois se casse. Durant les prochaines minutes, je vais te parler des différentes formes de précarité qui existent, auxquelles on ne pense pas toujours, car non, la précarité ne se limite pas à une accumulation de lignes de retrait dans un relevé bancaire. Elle est mentale, alimentaire, sociale, relationnelle, systémique même. Et c'est en prenant conscience de ces différentes incidences qu'on la rend visible dans toutes ses dimensions et qu'on peut commencer à s'en libérer. Quand on parle de précarité, on pense souvent à manquer d'argent.
Mais c'est bien plus vaste. La précarité, c'est l'incertitude constante, le fait de ne pas savoir si on va pouvoir tenir, assurer, gérer. Et surtout, de ne pas se sentir en sécurité dans sa propre vie. Mais en réalité, elle s'infiltre dans tellement plus d'endroits qu'on ne croit. Elle se manifeste là où on a cessé de se sentir en sécurité. Là où on a arrêté de croire qu'on méritait plus que se débrouiller. Et c'est une sensation qui peut toucher tous les aspects de l'existence. L'alimentation, le logement, les relations, le lien au corps, la confiance en soi. Ça commence d'abord au niveau de l'esprit, avec la précarité mentale. C'est celle qui se glisse dans nos pensées, sans prévenir. Prends ce qu'on te donne et contente-toi de ça. Ça commence parfois même dans notre éducation, où on entend souvent « tu prends ce qu'il y a, t'as pas le droit de dire je veux, on ne sait pas de quoi demain sera fait ». On ne peut pas tout avoir, etc. Petit à petit, notre vision à long terme se raccourcit. On renonce à faire appel à notre imagination de façon volontaire. Notre perception du futur devient une vision à moyen terme, voire court terme. Et quand l'incertitude devient chronique, on entre dans un mode de fonctionnement centré sur l'immédiat. On ne sait plus se projeter et notre objectif, en fait, c'est de faire juste ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et souvent, ce qu'on a, c'est la peur. La peur de ne pas pouvoir faire face, la peur de ne pas savoir, la peur de manquer, de perdre, de déranger, etc. On accepte alors ce qui nous est proposé sans oser demander plus. On prend ce qui passe, on s'efface, on se fige dans l'instant, même quand ça nous crispe parce qu'on a des obligations, des échéances à respecter. Et petit à petit, on oublie qu'on a le droit d'espérer autre chose. La précarité alimentaire, elle ne se résume pas à ne pas manger à sa faim. Parce qu'on a besoin de manger, donc on trouve toujours des options pour y parvenir. Alors on mange, oui, mais pas toujours ce dont le corps a vraiment besoin. D'ailleurs, dans les réceptions, on mange plus que de raison parce que c'est exceptionnel ou c'est pas souvent. Alors faut fêter ça. Et au quotidien, on fait avec ce qu'on peut se permettre. Des aliments peut-être moins chers, moins nourrissants, mais plus rassurants. Ces douceurs sucrées, grasses ou avec un goût très fort calment temporairement les tensions intérieures. D'ailleurs, le sucre, le gras, le sel, tout ce qui est exhausteur de goût, va nous donner un shoot de mieux-être temporaire. Et manger devient un refuge, un soin émotionnel. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, ça a des répercussions sur notre corps. On dort moins bien, on a moins d'énergie pour ce qu'on a à faire, notre humeur est de plus en plus instable et on grossit. Et parfois même, on développe certaines maladies. Mais c'est mal vu de ne pas être toujours souriant et souriante avec la taille mannequin validée par l'opinion populaire. Alors, souvent, tout un cycle se met en place pour se contrôler. On s'astreint à des restrictions alimentaires, des programmes sportifs drastiques, en plus, bien sûr, du stress quotidien qui est déjà bien, bien intense. Et puis, comme c'est dur, on serre les dents jusqu'à un point de rupture où on craque et tout est à recommencer. Et en parallèle, sinon c'est pas drôle, la culpabilité grandit, l'estime s'effondre puisqu'on a un discours interne qui est dévalorisant puisque on se dit: «Oui, mais en fait, je m'étais fixé des objectifs et puis je n'arrive pas à les tenir, je n'arrive pas à les atteindre» et cetera et cetera. Bien se nourrir devient une préoccupation de plus et c'est une bataille invisible de plus à rajouter à la charge mentale. Alors parlons maintenant de précarité financière, parce que évidemment qu'on va en parler. C'est l'une des plus visibles. C'est aussi l'une des plus mal comprises, si je peux m'exprimer ainsi. On ne parle pas juste de ne pas avoir d'argent. C'est parfois ne pas savoir quoi faire quand il y en a un peu, voire même beaucoup. Acheter compulsivement, de peur de rater une bonne affaire, ou pour faire des réserves parce que on ne sait jamais, on pourrait en avoir besoin plus tard. Vous savez, les réflexes de pénurie qu'on a observés notamment à l'époque du Covid. Ne pas oser demander un prix juste pour son travail. Rester bloqué dans des choix à court terme parce qu'on n'a jamais appris à planifier plus loin que la fin du mois. La peur de manquer devient une conseillère toxique qui guide chacune de nos décisions. Et on peut vivre de la précarité financière alors qu'on a un très bon niveau de revenu. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes
qui ont un très bon niveau de revenu et qui sont surendettés parce que, sous prétexte qu'effectivement, on a un salaire à 5 chiffres, voire même 6 chiffres, la banque nous prête plus, mais comme on a l'habitude d'accumuler et de sauter sur toutes les occasions de peur de ne pas avoir plus tard, eh bien, en fait, on se retrouve dans des situations financières qui sont critiques, alors qu'initialement, sur le papier, on a tout pour bien fonctionner. Ça, c'est un des symptômes de la précarité financière. La précarité sociale, celle qui isole, fragilise les relations et rend méfiante. La marginalisation résulte souvent de stigmatisations liées aux conditions économiques, aux modes de pensée différents, non validés par l'opinion populaire ou à l'origine ethnique, en accentuant l'isolement et les inégalités. Cette forme de précarité inclut une précarité relationnelle. Les individus qui la vivent se sont souvent très investis dans leurs relations. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est à fleur de peau et niveau émotion, on les ressent fois 1000. On a l'impression qu'on joue notre vie à chaque interaction avec les autres quand on est dans une situation de précarité sociale, voire relationnelle. On passe de la lune de miel où tout est beau, où tout est parfait, à la cour du tribunal où on se sent jugé, mal compris ou tout simplement pas à la hauteur. Et ça, c'est dans les relations amoureuses, les relations amicales, les relations familiales, les relations professionnelles. Ça fonctionne partout. Chaque critique, même des critiques constructives, sont perçues comme des attaques. Chaque désaccord est associé à un rejet. On perçoit alors chaque point d'accroche comme une menace personnelle. Et se remettre en question, c'est comme si on se trahit en fait. Donc ça conduit à une approche un peu dichotomique des relations. C'est tout ou rien. La confiance interpersonnelle est fragile et facilement brisée. Cela génère une méfiance généralisée, un isolement social et une incapacité à établir des relations durables et stables. Alors on se met en retrait, on se protège parce qu'on en a marre de souffrir et qu'on veut éviter ça. Le cerveau, toute notre équipe interne ne veut pas qu'on souffre. D'accord? C'est toujours une question de vie ou de mort. On a peur de la trahison, on veut se protéger et puis on veut éviter aussi de donner le bâton pour se faire battre. Parce qu'on se dit, si jamais je suis trop proche de quelqu'un et que la relation n'est pas sécure, eh bien en fait, je vais livrer des informations que l'autre pourra utiliser de façon préjudiciable pour moi. Donc, résultat des courses, on se coupe des autres. Alors que c'est justement dans la relation qu'on pourrait trouver du soutien. On se prive de l'intelligence collective et des réseaux d'entraide qui sont essentiels pour répondre à nos besoins fondamentaux. Je rappelle quand même que l'humain, c'est un animal social. Et cette dynamique, elle est également exacerbée par l'héritage colonial pour les descendants de peuples esclavagisés. Parce que la colonisation a instauré des mécanismes de méfiance et de division au sein des communautés, limitant ainsi leur capacité à collaborer et à s'unir face aux défis contemporains. Alors évidemment, tout est interconnecté, puisque quand la précarité débarque dans nos vies, elle ne se contente pas de frapper à une seule porte. Elle s'installe dans toutes les pièces à la fois, mentale, sociale, physique, émotionnelle, financière, etc. C'est un empilement de couches invisibles qui finissent par peser sur le cœur, sur le corps et sur l'esprit. Donc quand on vit dans l'instabilité, notre cerveau passe en mode survie. On pense à court terme, on perd la capacité de se projeter. On se met à faire des choix dans l'urgence, on privilégie ce qui apaise là tout de suite au détriment du long terme, on achète ce qu'on peut, pas forcément ce qu'on veut, et on accepte ce qu'on nous donne sans croire qu'on mérite plus. On devient quelqu'un qui fait avec, pas par flemme, mais par nécessité. Et parfois, ça va plus loin encore, parce qu'il y a de l'anxiété chronique, de la perte d'estime, de l'isolement, des comportements impulsifs, compulsifs ou agressifs. Et c'est pas parce qu'on est mauvais, mais parce qu'on est épuisé et qu'on ne sait pas ou qu'on ne sait plus comment faire autrement. Prendre conscience de ces différentes dimensions, si jamais tu t'es reconnu dans la description de l'une d'entre elles, ce n'est pas pour te dire que tu es foutu et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est pour mettre des mots sur ce qu'on ressent sans pouvoir initialement l'expliquer. C'est pour ne plus que tu t'accuses d'être trop fragile ou pas assez fort ou forte. Et surtout, c'est le premier pas, selon moi, pour changer de posture si cette situation ne te convient plus. Peut-être aussi que ça va te permettre d'envisager de sortir du mode survie pour te remettre en mouvement différemment. Personnellement, je suis martiniquaise.
j'ai grandi dans un milieu relativement aisé et malgré tout, en fait, la précarité était très présente dans ma vie. Je m'en suis rendu compte à l'âge adulte et en cherchant les raisons, en fait, j'ai compris que dans les territoires comme les départements et régions d'outre-mer, comme la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, pour ne citer que, cette précarité s'ancre dans une histoire longue de plusieurs siècles. C'est un héritage qui se traduit par des conséquences économiques, sociales et culturelles qui influencent directement la santé mentale des populations, avec des traumatismes transgénérationnels, des inégalités systémiques, une stigmatisation culturelle et une fragmentation sociale. Pourquoi est-ce que j'en parle? Tout simplement parce qu'en fait, la traite des Noirs et l'esclavage ont laissé des traces profondes dans les structures familiales, les perceptions identitaires et les rapports sociaux. Les populations locales souffrent encore de disparités économiques et sociales, souvent renforcées par un sentiment d'éloignement par rapport à la France hexagonale, qui est encore perçue comme la métropole pour certains. Le poids des stéréotypes et le manque de reconnaissance de l'histoire collective alimentent un mal-être identitaire qui contribue à cette précarité. Et l'époque coloniale a instauré une méfiance systématique entre les individus par des pratiques de division telles que la délation récompensée et les inégalités institutionnalisées basées sur la couleur de peau ou l'aspect de nos traits du visage ou encore de nos cheveux. Cette méfiance perdure encore sous des formes modernes, limitant la capacité des communautés à s'unir pour surmonter les défis contemporains. On a hérité d'une espèce de loyauté à la survie, on a une tolérance exceptionnelle à la douleur parce qu'en plus on n'a pas le droit de se plaindre puisque, vous comprenez, on a la mer, on a le soleil toute l'année, on a des conditions de vie que tout le monde pourrait envier. Ouais. Mais en fait, tous ces facteurs-là contribuent à maintenir une forme de précarité mentale qui se traduit par un taux élevé d'anxiété, de dépression et parfois d'autodestruction. Et ça ne vient pas de nulle part, ça nous a été transmis. Mais c'est pas parce que ça a été transmis qu'on ne peut pas le transformer. Selon moi, la précarité financière, c'est un symptôme de la précarité mentale. Alors évidemment, quand on parle d'argent, on pense tout de suite à ce qu'on gagne, à ce qu'on dépense. Mais dans beaucoup de cas, quand on travaille sur soi et qu'on travaille sur cette sensation de précarité financière, en fait, on va pas travailler initialement sur le budget. On va travailler sur la relation à l'argent parce que ce n'est pas l'argent en lui-même qui pose problème, mais c'est la façon dont on le perçoit. Et cette relation est profondément imprégnée de nos croyances, de nos loyautés invisibles, d'expériences passées, qu'elles soient personnelles ou transgénérationnelles. Parlons un instant de croyances limitantes. Comme tu le sais, si jamais tu me suis depuis quelque temps, les croyances sont des affirmations qu'on considère comme vraies. Et donc, elles vont se vérifier par nos expériences. Tu sais, les petites phrases qui tournent en boucle dans notre tête comme « je ne suis pas fait ou faite pour gérer de grosses sommes »,« je ne mérite pas plus »,« tant que j'ai le minimum, ça ira ». Mais en fait, ces croyances, on ne les a pas toujours choisies consciemment. Parfois, elles nous ont été transmises. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle des croyances héritées. Une croyance, quand on l'adopte dans notre système de référence, c'est toujours parce que ça nous a permis de mieux survivre à un instant T. Et on ne parle de croyances limitantes qu'en fonction des objectifs que tu te fixes. Si jamais ton objectif à l'heure actuelle, c'est de sortir de la précarité financière ou de gagner d'argent, il y a des choses qu'il va falloir revoir. Et en fait, quand ces croyances nous ont été transmises, donc les croyances qui ont été héritées soit de façon instinctive, soit par notre éducation, elles ont été transmises par amour, par prudence et par protection. Le problème, c'est quand elles finissent, comme je te disais, quand tu te fixes de nouveaux objectifs, en fait, elles finissent par devenir des plafonds de verre, des plafonds entre guillemets invisibles, des limites qu'on ne remet plus en question, sauf quand ça devient vraiment très douloureux. Et ces croyances façonnent nos décisions, façonnent la façon dont on perçoit les opportunités, les risques, notre capacité à demander un tarif spécifique pour des prestations ou un salaire particulier pour un poste visé, à investir en nous, à sortir de la survie pour aller vers plus de stabilité. Et la précarité financière, c'est souvent ça. C'est pas juste de ne pas avoir assez, mais c'est de ne pas croire qu'on saura quoi faire si on a besoin. Et même quand on a des revenus qui augmentent, en fait, le stress reste parce que le rapport à l'argent n'a pas changé.
parce que l'estime de soi est restée bancale, voire même elle s'est détériorée au fil du temps. Et parce qu'on croit encore qu'on vit avec cette peur, celle de ne pas mériter, celle de risquer de tout perdre, d'être jugé et de ne pas être à la hauteur. Donc ça, tu ajoutes à ça le stress chronique, le besoin de réconfort immédiat et tu obtiens des décisions financières prises, plus ou moins à la va-vite avec des achats compulsifs, des abonnements non utilisés, des projets abandonnés faute de plan à long terme. Et pourtant, ces mêmes personnes qui doutent d'elles ont souvent une capacité d'adaptation et ce qu'on appelle d'antifragilité qui est hors norme parce qu'elles ont su tenir, elles ont su improviser, elles ont su rebondir, faire avec si peu et pendant si longtemps. Le potentiel est exceptionnel. Et il est là, mais il est comme coincé sous une couche de peur, d'isolement et de fatigue mentale. Alors techniquement, on fait quoi avec ça? Eh bien, ce que je te propose, c'est pour sortir de ce schéma de précarité, pour sortir de cette situation d'instabilité, on va faire petit à petit, pas à pas. Selon moi, ce qu'on consomme comme information, c'est presque plus important que ce qu'on met dans notre assiette. Alors, si tu sens que la précarité est présente dans ta vie actuellement et que tu veux que ça change, voici ce que je te propose d'essayer en 5 étapes. La première étape, ça va être d'élargir tes horizons en t'autorisant à découvrir d'autres façons de penser, en regardant des vidéos de résumés de livres ou des interviews de personnes, en écoutant des podcasts comme tu le fais maintenant, en lisant des livres, en discutant avec des personnes avec qui le feeling passe bien, mais qui n'ont pas forcément le même avis que toi sur certains sujets. Juste pour explorer d'autres points de vue, sans chercher nécessairement à y adhérer et pour élargir en fait ta vision de la vie. Te dire, tiens, il y a des personnes qui pensent différemment que moi et voir comment ça résonne pour toi. La deuxième chose, c'est permettre à ton esprit un retour au calme au moins une fois par jour. En écoutant des méditations guidées, par exemple, en fond sonore, hein. Pas forcément en mode tu bouges plus et puis tu attends que le temps passe. Non, non, tu peux juste les écouter comme tu écouterais une bonne musique. Ça fait tout aussi bien l'effet. Tu peux faire une activité qui te détend sans avoir besoin de réfléchir. Du style griffonner sur un bout de papier sans même regarder ce que tu fais. Tu peux aussi répéter des mantras qui ramènent la confiance que tu pourrais avoir en la vie, en l'univers, en toi, en tes capacités à gérer, à apprendre et à t'améliorer. Je te recommande aussi d'essayer de te féliciter. Alors, te féliciter de quoi, tu me diras? Je ne parle pas de choses extraordinaires. Tu peux te féliciter de choses banales, comme être en vie, d'avoir été capable aujourd'hui de sortir de ton lit, d'avoir survécu à ta journée, etc., etc. Tu peux aussi faire la liste de tout ce que tu as déjà réussi à faire jusqu'à maintenant. Et tu verras que la liste est beaucoup plus longue que ce que tu penses. Troisièmement, je t'invite à te former et à te faire accompagner, l'un ou l'autre ou les deux, parce que c'est l'ignorance qui génère des incertitudes. Donc, prendre conscience de ta valeur, c'est important pour que tu puisses sortir de la mentalité de pénurie. Tu n'as pas forcément besoin d'un MBA en finance, hein. Tu peux juste mettre le nez là où c'est inconfortable et le faire quand on n'est pas seul, mais c'est moins difficile. Par exemple, on va apprendre à dissocier les émotions des chiffres, apprendre à faire un budget, apprendre à se projeter, apprendre à comprendre la différence entre un besoin et une envie. Rien que ça, ce sont des zones de progrès qui sont très intéressantes. Je t'invite à rejoindre des communautés, des groupes, des personnes qui partagent leur expérience et qui te montrent que c'est possible, qui te rappellent que tu n'es pas seul, que tu peux apprendre, tester, te tromper et continuer à vivre. Parce que oui, c'est toujours une question de vie ou de mort. Et puis, bien sûr, je t'invite à réapprendre à penser à long terme. Parce que la précarité, c'est être bloqué dans l'urgence du maintenant. Mais tu as le droit de rêver plus loin, tu as le droit de rêver plus grand, de poser des jalons, de te donner une direction et de ne plus te contenter d'attendre que ça passe. Ce n'est pas la précarité qui définit une personne, c'est ce qu'elle en fait. Parce qu'en général, comme je te l'ai dit, les personnes qui sont en situation précaire sont très ingénieuses pour continuer à survivre malgré tout. Alors,
Avec les bons outils, avec les bons appuis et le bon regard sur soi-même, on se rend compte de tout ce qui est déjà à notre portée et on fait des progrès fulgurants en très peu de temps. Et parfois, rien que le fait d'entendre qu'on n'est pas seul, que c'est pas une question de faute, ça allume une lumière qu'on n'osait plus chercher. Alors toi qui m'écoutes aujourd'hui, quel serait le plus petit geste que tu pourrais poser dès maintenant pour sortir un petit doigt, juste un petit doigt de la précarité mentale? C'est peut-être envoyer ce message que tu hésites à enregistrer ou à écrire de peur de recevoir un non. Ça peut être prendre un moment pour écouter et identifier ce que tu ressens. Ou simplement, ça peut être de décider que c'est OK de mériter plus sans forcément que ça implique de léser les autres. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je te remercie d'être entré dans cette bulle avec moi. Je t'encourage à partager cet épisode si tu sens que ça peut aider quelqu'un que tu connais à renouer avec le bonheur et la joie. Si ce sujet t'a plu, n'hésite pas à soutenir la chaîne en laissant un like ou un commentaire pour me dire ce qui a particulièrement résonné pour toi. Et bien sûr, si jamais tu as des questions, tu peux les poser également dans l'espace commentaire. Tu peux me retrouver aussi dès maintenant sur Instagram via Victoria Porte-Bonheur, parce que le bonheur n'est pas un luxe, c'est un appel à l'alignement de soi, à la vie, à la mort. C'était Victoria Bonheur dans Le Bonheur, à la vie, à la mort, le podcast où on se choisit en optimisant ses ressources sans se renier ni s'ignorer. À bientôt!